Bonjour à tous, bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, merci d'avoir accepté d'évaluer mes travaux de thèse. Je vais donc vous les présenter. Ils vont porter sur des développements méthodologiques pour la validation des outils de simulation énergétique urbaine. Et ma thèse a été co-encadrée par 3 organismes que sont Efficacity, le CSTB et l'École des mines de Paris. Et j'ai eu comme encadrant Bruno Duplessis, Pascal Chetla, Thomas Berthoud, Peter Riederer et Éric Perrenot. Donc tout d'abord, ma thèse s'inscrit dans un contexte plus large qui est celui de la transition énergétique des villes. En effet, les villes sont des points incontournables de la transition écologique puisque en 2013, elles regroupaient déjà plus de 64% des consommations d'énergie primaire. En plus de ça, ce sont aussi des acteurs politiques très intéressants et souvent ambitieux puisque de nombreuses villes se sont déjà fixés des objectifs plus ambitieux que les États avec plusieurs métropoles qui envisagent d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est le cas notamment de Londres, Paris ou New York. Je vais juste repousser la vidéo de Twitter. Que vous voyez. Voilà. Donc voilà, donc les villes des acteurs incontournables de cette transition énergétique. Et pour les accompagner, les scientifiques ont développé de nombreux outils d'aide à la décision pour aider les villes à arbitrer entre plusieurs actions de maîtrise de la demande en énergie. Parmi ces outils, il y en a une catégorie qui va m'intéresser plus spécifiquement dans ces travaux de thèse, ce sont les outils de simulation énergétique urbaine. L'objectif de ces outils, c'était de développer des modèles qui permettent d'évaluer les consommations d'énergie dans les bâtiments à l'échelle du quartier. Néanmoins, ces outils présentent à l'heure actuelle une certaine faiblesse qui est qu'ils reposent sur beaucoup d'hypothèses qui n'ont pour l'instant pas été vérifiées de façon très rigoureuse et donc il y a une question concernant leur fiabilité. La question qu'on cherche à adresser dans cette thèse est donc essayer de comprendre et développer une méthode de validation qui soit dédiée à ces outils spécifiques que sont les UBEM. Donc, dans cette présentation, je vais vous présenter tout d'abord ce que sont les outils de simulation énergétique urbaine et qu'est-ce qui a déjà été fait concernant leur validation. Ensuite, je vous proposerai une méthode de validation globale que j'ai pu développer au cours de ma thèse. Puis, je la déclinerai sur un ensemble de premiers cas d'usage. Et ensuite, je vous présenterai les conclusions et les perspectives que je tire de ces 3 ans de travaux. Donc, tout d'abord, les outils de simulation énergétique urbaine et leur validation. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, je vais déjà définir ce que j'entends par outils de simulation énergétique urbaine. Dans cette présentation, j'utiliserai aussi le terme UBEM pour Urban Building Energy Models. Et j'entends par là que ce sont des outils bottom-up qui permettent de modéliser le comportement énergétique des bâtiments d'un quartier ou d'une ville. Ces modèles sont souvent composés d'une multitude de sous-modèles que j'ai choisi de catégoriser en 4 grandes familles, que sont les systèmes énergétiques, la météo, les occupants et les modèles thermiques. Au sein des UBEM qui existent dans la communauté scientifique, on peut trouver dans chacune de ces 4 familles une grande diversité de modèles. Par exemple, concernant la météo, on va trouver souvent la modélisation des masques solaires dans les UBEM, mais certains vont plus loin et vont modéliser également l'îlot de chaleur urbain. Pareil pour l'occupation, les approches peuvent être, pour modéliser les occupants, peuvent être tout à fait déterministes, tous les occupants font exactement la même chose, et d'autres outils vont se diriger plus vers des approches stochastiques qui représentent mieux les foisonnements des usages. Il en est de même pour les systèmes énergétiques. Généralement, tous les outils modélisent les besoins de climatisation, de ventilation et de chauffage, mais certains outils vont plus loin et modélisent également les réseaux, comme par exemple les réseaux de chaleur et froid ou les réseaux électriques et les réseaux de gaz. Là où la différence peut être la plus importante, c'est concernant les modèles thermiques, donc le modèle qui va permettre de modéliser les besoins. On va trouver dans certains outils des modèles très détaillés, qui sont souvent des modèles énergétiques du bâtiment déjà existants, comme Energy+. C'est le cas par exemple dans l'outil CityBS qui est développé à Berkeley, ou dans l'outil Urban Modeling Interface qui est développé à MIT. Une autre approche, pour essayer de réduire le temps de calcul qu'on peut beaucoup trouver dans la littérature, c'est d'utiliser des modèles qui reposent sur l'analogie résistance-capacité du système électrique. Et c'est le cas notamment dans les outils comme CitySim ou City Energy Analyst, mais aussi dans l'outil DemoSim qui a été utilisé dans le cadre de cette thèse. Et enfin, une dernière catégorie sur laquelle je vais moins m'appesantir dans cette présentation, c'est les modèles des boîtes noires qui reposent en fait sur un apprentissage du type machine learning à partir de données très détaillées des bâtiments. Donc c'est une catégorie que je vais moins aborder ici, mais l'objectif de la méthode développée est bien d'être applicable à tous ces ensembles de modèles. Donc vous avez vu, c'est une grande diversité de modèles et souvent des modèles assez complexes qui requièrent beaucoup d'informations. Par exemple, pour les systèmes énergétiques, pour chaque bâtiment qu'on va chercher à modéliser, on va essayer de comprendre, de connaître le combustible utilisé pour le chauffage, le type de technologie utilisée,
De même pour la météo, si on essaie de modéliser des îlots de chaleur urbains, on va avoir besoin de l'albédo de surface extérieure, on va se poser la question de la présence de la végétation. Pour les occupants, là aussi, on va essayer de se demander combien de personnes vivent dans le bâtiment, quand est-ce qu'elles sont là, quand est-ce qu'elles allument la lumière, quand est-ce qu'elles ouvrent les fenêtres. Et de même pour les modèles thermiques, il faut connaître toutes les propriétés thermiques du bâtiment. Est-ce qu'il y a de l'isolant, est-ce qu'il y a du vitrage, etc. Bien évidemment, dans la réalité, la plupart du temps, on ne connaît pas toutes ces informations pour modéliser tout un quartier. Donc, les chercheurs ont été obligés de faire un ensemble d'hypothèses pour être capables de paramétrer complètement les modèles présentés avant. Et cet ensemble d'hypothèses, je vais appeler ça ici des enrichisseurs de données. Ça m'amène à définir les UVM comme étant finalement un bloc composé en deux parties. D'une part, le modèle physique que je vous ai présenté avant, et d'autre part, l'enrichisseur de données. Je choisis de faire de l'outil de prendre en compte ces deux aspects dans l'outil pour bien prendre en compte les hypothèses qui sont faites au sein des outils. Donc ces outils, ils ont été faits pour répondre à un certain nombre de cas d'usage que vous voyez ici. Je vous ai dit en introduction que ce sont des outils qui sont là pour accompagner les villes dans leur transition énergétique. Donc la plupart de leurs cas d'usage découlent naturellement de cette question originale. Mais on trouve quand même une grande diversité de cas d'usage. Et à chaque fois, suivant le cas d'usage utilisé, la sortie de l'outil qui nous intéresse pour aider dans le processus de décision n'est pas la même. Par exemple, si on prend le cas de la flexibilité, l'indicateur en sortie de l'outil qui va nous intéresser ne va sans doute pas être le même que pour la rénovation. Pour la flexibilité, peut-être que c'est simplement la variation du pic de consommation qui va nous intéresser, alors que pour la rénovation, on sera sans doute plus sensible aux besoins de chauffage annuel. Donc, suivant le processus, on a donc des indicateurs énergétiques différents qui sont utilisés, et puis l'importance et la fiabilité attendue sur l'indicateur énergétique n'est pas la même. Par exemple, si la sortie de l'outil est utilisée pour aider à dimensionner une chaufferie de réseau de chaleur, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une précision qui est quand même plus grande que si la décision est juste d'arbitrer entre 3 bâtiments à rénover. Donc finalement, ça nous amène à préciser un petit peu notre question de recherche et de se demander comment vérifier l'adéquation des UBEM au processus de décision dans lequel ils sont utilisés. Et donc c'est à cette question précise que je vais essayer de répondre ici. Maintenant, si on s'intéresse aux exercices de validation qui ont déjà été faits par d'autres équipes de recherche, pour les UBEM, on trouve deux types principalement de validation. D'une part, la validation sur des quartiers réels et d'autre part, la validation sur des quartiers synthétiques. Donc, sur des quartiers réels, les limites que j'ai pu identifier, c'est que généralement, les métriques qui sont utilisées varient énormément d'un cas à l'autre, ce qui ne permet pas vraiment de comparer les performances entre eux. Il y a aussi, de façon plus générale, un manque de reproductibilité. Souvent, les jeux de données qui sont utilisés pour valider les modèles ne sont pas mis à disposition des autres équipes de recherche, et donc ça empêche de reproduire l'exercice présenté par les gens. Et de façon un peu plus large, souvent, il s'agit juste de vérifier ponctuellement la fiabilité de l'outil et il n'y a pas de visée générale méthodologique. Et enfin, une dernière limitation que j'ai observée sur ces exemples-là, c'est le manque de prise en compte de l'incertitude. Et comme on a pu le voir, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans ces outils. Concernant les quartiers synthétiques, en général, ça sert beaucoup pour comparer les modèles physiques utilisés à l'intérieur des UBEM. Mais la limite, c'est qu'ils ne permettent pas une confrontation à la réalité, ne prennent pas en compte non plus l'incertitude et ils ne permettent pas de valider le processus d'enrichissement. J'insiste ici sur la prise en compte de l'incertitude, puisque, comme je vous l'ai expliqué, les entrées des UBEM sont souvent, il y en a souvent beaucoup qui manquent et on a besoin donc de faire un ensemble d'hypothèses qui rapportent encore plus d'incertitude. Ici, je vous ai mis un petit exemple à gauche, dans un cas où on n'aurait pas modélisé l'incertitude qui existe en entrée de simulation des UBEM, et à droite, dans le cas où on l'aurait mesuré. Et on se rend compte qu'à gauche, on a l'impression que l'outil performe bien, et quand on modélise correctement l'incertitude, on se rend compte que ça n'est pas le cas. Donc finalement, de cette petite étape-là, on peut tirer des petits points qui vont nous guider dans la suite de ce travail. C'est la nécessité de développer un cadre générique et unifié pour la validation, qui permette d'évaluer les outils en conditions réelles, qui soient reproductibles et qui comprennent une étape d'évaluation et une étape de diagnostic. Donc, ceci m'amène à vous proposer la méthode de validation globale que j'ai développée dans cette thèse. Cette méthode se présente en 7 étapes que je vais détailler ici. La première étape consiste à réaliser une validation ad hoc des différentes parties des UBEM. Donc, une validation ad hoc à la fois de l'enrichissement des données et du modèle physique.
L'objectif ici est de vérifier les performances intrinsèques du modèle physique et de l'enrichissement des données. Pour la validation ad hoc du modèle physique, on propose de s'appuyer sur ce qui existe déjà dans la littérature, à savoir les best tests et les best tests. Et par contre, pour la validation ad hoc de l'enrichisseur, il faut proposer des choses qui ne sont pas encore très connues dans le domaine de la simulation énergétique urbaine. Et on propose notamment de s'appuyer sur des pratiques de machine learning telles que la validation croisée et d'utiliser des métriques qui ont été proposées dans Shetla et al. La deuxième étape consiste à répertorier les cas d'usage sur lesquels on souhaiterait appliquer notre outil. Et pour chaque cas d'usage, essayer de comprendre quelle est la sortie utilisée dans le processus de décision. Puis pour cette sortie, évaluer également la précision qui est attendue dessus. On peut regrouper ensemble des cas d'usage qui présentent la même sortie. Cette sortie, je vais aussi l'appeler KPI, pour Key Performance Indicator. Et donc, regrouper ensemble des cas d'usage qui ont le même KPI et qui seront évalués ensemble dans le processus de validation. Une fois qu'on a choisi un KPI en particulier qu'on va chercher à évaluer, il faut créer un jeu de validation pour être capable d'évaluer ce KPI spécifique. C'est l'objet de l'étape 3. Et dans ce jeu de validation, on voudrait plusieurs choses. Déjà, pour chaque bâtiment du jeu de validation, avoir des mesures du KPI qui soient disponibles, que le jeu de validation soit composé d'un nombre de bâtiments qui soit suffisamment important pour que les résultats soient statistiquement représentatifs. On voudrait également une description fine des bâtiments de l'échantillon, c'est-à-dire connaître assez finement, par exemple, le système de chauffage ou les propriétés thermiques. Et enfin, on voudrait autant que possible s'appuyer sur des données publiques pour que le jeu de validation puisse ensuite être réutilisé par d'autres acteurs. Une fois que le jeu de validation est créé, la quatrième étape consiste à quantifier l'incertitude. Le but de cette étape, c'est d'associer une probabilité à chaque variable incertaine et ensuite de tirer un certain nombre de configurations pour chaque bâtiment. Donc, j'ai proposé de découper cette quantification de l'incertitude en deux étapes. Tout d'abord, de modéliser l'incertitude sur les données disponibles, et ensuite de modéliser l'incertitude sur les données qu'on obtient après le processus d'enrichissement. Dans ce cas-là, je propose également une distinction entre les données qui sont dépendantes entre elles et les données indépendantes. Une fois que la quantification de l'incertitude a été faite, on a obtenu un certain nombre de configurations pour chaque bâtiment. Et l'étape 5 consiste à propager l'incertitude, c'est-à-dire à simuler les bâtiments avec chacune des configurations tirées précédemment et ainsi obtenir une distribution de valeurs pour le KPI qui nous intéresse. La limite de cette étape, c'est que cela requiert beaucoup de puissance de calcul. Une fois qu'on a obtenu donc, notre distribution de valeurs pour le KPI qu'on cherche à évaluer, il va falloir comparer ce KPI à la valeur réelle qui est mesurée, qui est à disposition dans le jeu de validation. Pour cette évaluation, il faut donc choisir des métriques bien spécifiques au KPI, et on propose de faire une évaluation qui soit à la fois à l'échelle du bâtiment et à l'échelle de l'exécution, et de prendre en compte également le niveau de confiance qu'on veut obtenir dans l'évaluation. Enfin, la dernière étape, c'est l'étape de diagnostic. L'objectif ici, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les faiblesses de l'outil, et quand on observe une erreur, essayer de comprendre d'où elle vient. On va essayer principalement de départager entre 3 sources d'erreurs possibles, que sont les données disponibles, le processus d'enrichissement, le modèle physique et la modélisation de l'incertitude dans la procédure de validation. Donc, ça fait 4 sources d'erreurs. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire à cette étape-là. Donc ça, c'est la méthode de validation globale. Et ensuite, dans ma thèse, je vais décliner sur un premier ensemble de cas d'usage. Bien sûr, à terme, il faudrait la décliner pour tous les cas d'usage des flux de simulation énergétique urbaine. Donc, si je reprends les étapes, la première étape, c'est la validation ad hoc des modèles physiques et de l'enrichissement des données. Je ne vais pas reprendre cette étape ici dans ma présentation, mais je vais profiter de cette étape pour vous présenter les modèles que j'ai utilisés dans ma thèse. J'ai utilisé 3 modèles physiques différents de complexité croissante. D'abord, un modèle extrêmement simple que j'ai appelé SIMPLI. Ensuite, un modèle un petit peu plus complexe qui est un modèle réglementaire, Calomel. En fait, c'est le modèle qui est utilisé pour calculer les diagnostics de performance énergétique. Et enfin, un modèle plus complexe qui est DIMOSIM, qui est un modèle de type RICJ. Et ces 3 modèles physiques, je les ai couplés avec un processus d'enrichissement commun qui est Kyriel. Kyriel est un enrichisseur de données basé sur des réseaux bayésiens. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut sélectionner les cas d'usage. Et dans mon cas, j'ai sélectionné des cas d'usage avec 2 KPI particuliers, que sont les consommations annuelles de gaz et d'électricité à l'échelle du bâtiment. En fait, ce choix a été plutôt contraint par les données disponibles à l'heure actuelle en France. Mais l'intérêt, c'était de travailler sur un indicateur qui était extrêmement simple pour commencer
et ensuite imaginer par la suite aller sur des sorties des outils qui soient plus complexes. Donc maintenant qu'on a choisi des KPI, il faut créer un jeu de validation qui permette d'évaluer ces sorties spécifiques des outils. Pour cela, je me suis appuyée sur la base de données nationale des bâtiments, qui est une base de données qui a été réalisée par le CSCD et qui est en fait une jointure entre de nombreuses bases de données à l'échelle bâtiment. Donc pour ceux qui s'intéressent, le lien pour la base de données est ici en bas. Dans toutes les bases de données qui ont été jointes dans la BDNB, il y en a 4 en particulier qui, moi, m'ont beaucoup intéressé dans mes travaux de thèse. Tout d'abord, il y a les données locales de l'énergie. En fait, les données locales de l'énergie, ce sont des données de consommation annuelle de gaz et d'électricité pour tous les bâtiments en France de plus de 10 logements qui sont mis à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité. C'est une obligation réglementaire. Donc ça me permet d'avoir une donnée mesurée contre laquelle venir comparer mes résultats. Une deuxième base de données, ce sont les fichiers fonciers. Donc les fichiers fonciers permettent de fournir les surfaces des logements d'un bâtiment, le taux de vacances, le statut HLM par exemple des logements, etc. La troisième base qui m'intéresse, c'est la base des diagnostics de performance énergétique. Les diagnostics de performance énergétique permettent de connaître pour chaque bâtiment dans lequel un DPE a été réalisé les propriétés thermiques des parois, mais également de connaître les systèmes énergétiques du bâtiment. Et enfin, la dernière base que j'ai beaucoup utilisée, c'est la BD Topo. C'est une cartographie en 2,5D de l'ensemble du territoire français. Et donc ça me permet d'avoir l'emprise au sol et la hauteur de tous les bâtiments sur lesquels je vais travailler. Donc de cette DND, j'ai pu finalement tirer un échantillon de 1200 logements collectifs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et j'ai pu regarder également la distribution de leur année de construction, qui est relativement cohérente avec la distribution des années de construction du parc global français de logements collectifs. Donc, maintenant que j'ai un échantillon un jeu de validation, l'étape suivante, c'est la quantification de l'incertitude. Donc, ici, mon objectif est d'associer une distribution de probabilité, en tout cas de modéliser l'incertitude sur toutes les variables de mon modèle. Suivant les variables, je ne vais pas nécessairement les traiter toutes de la même façon. Par exemple, il y a certaines variables que je vais considérer comme étant connues. C'est le cas, par exemple, des systèmes énergétiques de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Je vais considérer que cette information que j'obtiens par les diagnostics de performance énergétique est fiable et je ne vais pas modéliser l'incertitude dessus. Dans d'autres cas, je vais modéliser l'incertitude en prenant en compte les liens entre les variables. C'est le cas, par exemple, pour le taux de vitrage et le U des murs. Je vais utiliser des réseaux bayésiens pour prédire des valeurs de U mur et de taux de vitrage. Et pour d'autres variables encore, je vais m'appuyer sur des données des enquêtes qui ont été faites. C'est le cas, par exemple, pour les consommations d'électricité, où je vais tirer des profils qui ont été mesurés dans plus de 100 logements français dans le cadre de l'enquête Panel Elecdom. Donc ça me permet d'obtenir pour chaque bâtiment un ensemble de configurations pour toutes les variables. Donc là, je vous mets un exemple où j'ai fait 4 configurations pour un bâtiment. Et ensuite, je vais aller simuler toutes ces configurations dans l'étape de propagation de l'incertitude. J'ai choisi de générer 100 configurations par bâtiment. Et ce choix a été validé par une analyse de convergence de mon analyse d'incertitude. Et j'obtiens donc, avec les 3 outils que je vous ai présentés avant, des distributions de consommation annuelle de gaz, ici que je vous présente. On peut déjà voir ici sur un bâtiment spécifique que les 3 outils présentent des performances qui sont assez différentes les uns des autres. Ça va m'amener à la question de l'évaluation, comment quantifier les performances de chacun des outils. Et cette évaluation, je propose de la faire à 2 échelles, l'échelle du bâtiment et l'échelle de l'échantillon. Tout d'abord, à l'échelle du bâtiment, je vais introduire une métrique de base qui va en fait me servir de brique sur lequel je vais construire tout le reste de la procédure d'évaluation. Cette métrique de base, c'est le pourcentage d'erreur qui permet d'évaluer l'erreur commise sur la simulation de chaque configuration de bâtiment. Donc, ça va être simplement la donnée simulée moins la donnée mesurée divisée par la donnée mesurée. On multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Et ici, je vous ai mis des distributions de pourcentage d'erreur obtenues sur un bâtiment tiré de l'échantillon. Et donc, on voit que les distributions de pourcentage d'erreur sur les 3 outils ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur Dimosim, ici en vert, on voit que la distribution est assez proche de 0, alors que dans le cadre de Calomel en orange, on voit que la distribution du pourcentage d'erreur sur les consommations de gaz est quand même très décalée vers la droite.
Donc, pour caractériser ces distributions de pourcentage d'erreur, j'introduis une métrique que j'appelle ici le résidu, et qui est en fait simplement la médiane de la distribution du pourcentage d'erreur. Donc, sur les trois outils, ici, sur ce bâtiment spécifique, j'obtiens un résidu qui est à peu près du même ordre de grandeur en valeur absolue pour Dimosine et Simply, et par contre, qui est bien plus important pour Calomel, puisqu'il est à 28%. Donc, ces premières métriques permettent de caractériser un peu la distribution, mais elles ne permettent pas vraiment de répondre à la question qui est comment fixer un seuil au-delà duquel l'outil peut être considéré comme étant faux pour un bâtiment donné. Donc, pour ça, j'introduis une nouvelle métrique que j'appelle la HPD région. En anglais, c'est pour Highest Posterior Density Region. Je vous pose une petite illustration ici. En fait, la HPD région est une sorte d'intervalle de confiance amélioré. L'avantage de cette métrique par rapport à un intervalle de confiance standard, c'est ce que vous voyez ici, c'est que dans le cadre d'une distribution bimonale, ça va éliminer les valeurs qui se trouvent dans le creux de la distribution. Et si je l'applique sur le bâtiment que je vous ai présenté juste avant, ici, c'est les résultats obtenus avec Simply, j'ai représenté la HPD région en HEV, et on peut voir donc assez simplement se fixer un critère. Ici, on a la donnée mesurée en rouge, et on voit que la donnée mesurée se situe dans la HPD région, donc dans mon intervalle de confiance amélioré. Donc, on peut considérer que, de ce point de vue-là, l'outil est suffisamment correct sur ce bâtiment-là. Maintenant que j'ai défini des métriques à l'échelle du bâtiment, il est intéressant de regarder ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble de l'échantillon. Donc là, je vous ai mis la distribution des résidus. Donc, pour mémoire, les résidus, c'était le pourcentage d'erreur médian obtenu sur chaque bâtiment. Et donc là encore, on voit que suivant les outils, on n'a pas le même comportement. Et de façon générale, c'est intéressant de voir que les distributions sont assez étalées. Pour caractériser ces distributions de résidus, j'introduis une nouvelle métrique qui est le biais, qui est en fait simplement la médiane de ces distributions. Ici, on se rend compte que, là encore, Simply et Dimosine ont un biais qui, en valeur absolue, est relativement proche. En revanche, il est beaucoup plus élevé pour Calomel, puisque le biais est à 51%. Donc voilà, donc des distributions qui sont relativement étalées, mais ce qui est un peu compliqué ici, c'est de fixer un seuil à partir duquel on peut se dire, ce bâtiment, étant donné son résidu, on va considérer que l'outil n'est pas assez performant dessus. Et donc ça, c'est ça qui m'amène à utiliser la HPD région. C'est ce que je vous présente ici. Sur ces graphiques, chaque point représente un bâtiment. Le point, c'est le résidu obtenu sur ce bâtiment, et le trait vertical, c'est la HPD région obtenue sur ce bâtiment. Je vous ai mis en rouge les bâtiments pour lesquels le trait vertical n'intersecte pas la première bisectrice. En fait, en abscisse ici, on a les consommations mesurées de gaz, et en ordonnée, les consommations simulées. Et donc, si le trait n'intersecte pas la première bisectrice, ça veut dire que la donnée mesurée se trouve hors de la HPD région pour le bâtiment qui nous intéresse. Donc, que l'outil n'est pas assez bon sur le bâtiment sélectionné. Donc, en rouge, vous voyez tous les bâtiments sur lesquels la valeur mesurée est hors de la HPD région, donc les bâtiments mauvais entre guillemets. Et ça permet déjà d'avoir une comparaison visuelle des trois outils. On voit par exemple que dans le cas de Calomel, on a beaucoup plus de points qui sont rouges, et donc beaucoup plus de bâtiments pour lesquels la donnée mesurée ne se trouve pas dans la HPD région. Pour quantifier ça de façon plus rigoureuse, j'utilise la couverture empirique, qui est simplement le pourcentage de bâtiments pour lesquels la valeur mesurée se trouve bien dans la HPD région. Et là, on peut voir qu'effectivement, il y a des performances très différentes entre les outils, donc assez similaires entre Simply et Dimosine, puisque là, sur le gaz, on a une couverture empirique de 80% pour Simply et de 75% pour Dimosine, mais des performances bien moins bonnes pour Calomel, avec une couverture empirique simplement de 53%. J'attire votre attention sur l'interprétation de la couverture empirique. En fait, on pourrait se dire, on voudrait avoir la couverture empirique la plus proche de 100%. C'est pas tout à fait juste, parce que je vous ai dit que la HPD région, c'est un intervalle de confiance amélioré, et dans ce cas, j'ai pris un intervalle de confiance à 95%. Et quand on utilise un intervalle de confiance à 95%, c'est normal qu'il y ait des points qui soient hors de l'intervalle de confiance. C'est la même chose pour la HPD région, et donc dans mon cas, je voudrais avoir au plus 95% des bâtiments qui sont dans la HPD région. Si j'ai une couverture empirique qui est supérieure à cette valeur de 95%, ça va venir interroger la façon dont j'ai modélisé l'incertitude. Parce que j'ai sans doute été trop généreuse dans ma modélisation d'incertitude. Donc voilà pour l'évaluation. Maintenant, j'ai pu quantifier les performances. On va s'intéresser à la partie de diagnostic.
Donc, comprendre ce qui est à l'origine de l'erreur obtenue en sortie des UBEP. Donc, il y a 3 causes possibles. Déjà, les données d'entrée. Ensuite, l'outil en lui-même. Par outil, j'entends bien enrichissement de données et modèle physique. Et l'application du processus de validation, et notamment les hypothèses que j'ai faites pour modéliser l'incertitude. Donc, la question à laquelle j'essaie de répondre dans cette étape de diagnostic, c'est finalement comment discriminer entre les différentes sources d'erreur, celle qui est la plus importante. Pour ça, je vais le faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, les distributions des résidus sont quand même très étalées, ce qui veut dire que l'erreur peut varier beaucoup d'un bâtiment à l'autre. Donc, je vais essayer de comprendre ce qui fait que l'erreur, par exemple, est beaucoup plus importante sur un bâtiment que sur l'autre. Pour ça, je calcule l'information mutuelle, qui est une sorte de coefficient de corrélation amélioré, entre le résidu obtenu sur chaque bâtiment et les caractéristiques principales de ce bâtiment. Là, je vous illustre cette démarche avec Simply, et on voit qu'il y a déjà 2 grandeurs qui ressortent fortement, que sont le vecteur énergétique utilisé pour le chauffage et le vecteur énergétique utilisé pour l'eau chaude sanitaire. Ça veut dire que suivant le vecteur énergétique utilisé pour le chauffage ou utilisé pour l'eau chaude sanitaire, l'erreur commise sur la modélisation du bâtiment ne va pas être la même. Ensuite, on a vu aussi que quand on regardait un seul bâtiment, l'erreur varie beaucoup suivant les configurations simulées du bâtiment. Donc là aussi, on va essayer de comprendre quelles sont les variables qui ont de l'influence sur cette erreur. Donc pour ça, on calcule l'information mutuelle entre les variables incertaines qui sont utilisées pour modéliser le bâtiment et le pourcentage d'erreur obtenu à chaque configuration. Ici, j'ai sélectionné simplement les 2 valeurs qui ressortent en premier, mais en fait, c'est un continuum de valeurs, donc on aurait très bien pu prendre également les 5 premières valeurs. Donc là, c'est un vecteur d'information mutuelle que j'obtiens pour un bâtiment donné, et pour ce bâtiment donné, les 2 plus hautes valeurs qui ressortent, ce sont le taux de renouvellement d'air et le U des murs. Il se trouve que ce bâtiment donné est un bâtiment qui est chauffé au gaz, et donc c'est plutôt rassurant que l'erreur sur le gaz soit fortement influencée par des paramètres qui jouent beaucoup dans la modélisation des besoins de chauffage. Cette approche, on peut la généraliser et la mettre en place pour tous les bâtiments de l'échantillon. Et donc là, le vecteur que vous avez présenté avant pour un bâtiment, on peut représenter tous les vecteurs obtenus de la façon suivante. Et ça permet déjà, en séparant les bâtiments par énergie de chauffage, de mettre en évidence des bâtiments qui n'ont pas le même comportement face à l'erreur. Par exemple, pour les bâtiments qui sont chauffés à l'électricité, on voit que l'information mutuelle entre le pourcentage d'erreur et les besoins en eau chaude sanitaire est très important. Donc, c'est sans doute ça qui génère le plus d'erreurs pour les bâtiments qui ont des consommations de gaz mais qui ne sont pas chauffés au gaz. Et pour les bâtiments qui, pour le coup, sont chauffés au gaz, on voit que l'erreur sur le gaz est fortement liée à la valeur des U des murs. Donc ça, c'est assez rassurant sur le comportement du modèle thermique utilisé. Ici, c'est dans le cadre de Simply, mais on retrouve des variables qui sont à peu près les mêmes que ce qu'on peut trouver dans la littérature sur les analyses de sensibilité faites à l'échelle bâtiment. Pour aller plus loin et essayer de créer des groupes de bâtiments qui ont des comportements similaires face à l'erreur, je propose de réaliser une analyse en composantes principales pour réduire la dimension et être ainsi capable de mieux appréhender ces nuages de points qui sont pour l'instant en grande dimension. Pourquoi utiliser l'analyse en composantes principales? Premièrement, parce que c'est un outil qui est déjà relativement bien connu dans la communauté de simulation énergétique à l'échelle bâtiment. Et deuxièmement, parce que les vecteurs obtenus pour générer le nouvel espace sont des combinaisons linéaires des variables d'entrée. Donc, ça permet d'interpréter les vecteurs propres obtenus. Ici, je vous mets les résultats de l'analyse en composantes principales obtenus pour le gaz, pour l'outil Simply. Et on va pouvoir donc interpréter les 2 vecteurs qui génèrent le plan que vous voyez ici. Donc, tout d'abord, si on regarde l'axe des abscisses, il est interprété par le premier vecteur propre. Et on voit qu'il y a 2 grandeurs qui ressortent. Une grandeur en positif, qui sont les besoins d'eau chaude sanitaire. Et donc ça va venir caractériser les points qui sont ici en rouge, situés tout à droite de l'axe. Ça veut dire que ce groupe de bâtiments a une erreur qui est plus influencée par des besoins en eau chaude sanitaire. Et de l'autre côté, on voit un paramètre, le second paramètre qui ressort, c'est la valeur du U des murs. Et pour le coup, c'est un coefficient négatif,
ça veut dire que ça caractérise les bâtiments qui sont situés plutôt à gauche de l'axe des abscisses. Donc, le gros paquet de bâtiments qu'on voit plus à gauche. Si on regarde ensuite le deuxième vecteur propre, donc l'axe des ordonnées, on voit là encore deux paramètres qui ressortent, un en positif, le taux de renouvellement d'air, et un en négatif, le U des murs. Donc ça veut dire que dans le grand paquet un peu allongé de bâtiments qu'on voit ici, il y a sans doute des bâtiments pour lesquels l'erreur est plus influencée par le taux de renouvellement d'air et d'autres bâtiments pour lesquels l'erreur est plus influencée par le U des murs. De ce qu'on a vu du premier axe, on peut se dire que le groupe de points qui est à gauche correspond plutôt à des bâtiments qui sont chauffés au gaz, et donc c'est assez rassurant de voir que là encore, les valeurs qui ressortent, qui expliquent l'erreur pour ces groupes de bâtiments, sont finalement des variables qui sont assez standards quand on fait une analyse de sensibilité sur les questions de besoin de chauffage. On peut appliquer cette procédure sur les deux autres outils, que sont Calomel et Dimosine, et là encore, on va voir des choses assez similaires. Pour Calomel, pour le coup, on voit un nuage de points qui semble à peu près dispersé de façon homogène dans l'espace. C'est normal parce que sur ce bâtiment-là, sur cet outil-là, comme c'est un outil réglementaire, on ne pouvait pas modéliser l'incertitude sur les besoins en eau chaude sanitaire, donc c'est une variable qui est fixe. Et comme on voyait que pour les deux autres outils, c'était ça qui aidait vraiment à séparer les comportements des bâtiments par rapport à l'erreur sur le gaz, c'est normal qu'ici, on ait finalement quelque chose d'assez homogène, et on voit que dans les deux vecteurs propres, ce sont globalement des variables qui influencent beaucoup le modèle thermique pour les besoins de chauffage qui ressortent. Si on s'intéresse maintenant à Dimosine, déjà, il est important de noter que le deuxième vecteur propre explique une part de la variance qui est extrêmement faible, ce qui veut dire qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à la constitution de ce vecteur propre. On va donc l'écarter de notre diagnostic. Et ensuite, si on s'intéresse au premier vecteur propre, donc, qui caractérise l'axe des abscisses, on voit quand même là encore deux groupes de bâtiments. Et le premier qui est caractérisé là encore par les besoins en eau chaude sanitaire. Donc sans doute des bâtiments pour lesquels l'erreur est plus liée à leurs besoins en eau chaude sanitaire. Et si on regarde les deux paramètres qui suivent, ce qui ressort, c'est le volume chauffé et le taux de renouvellement d'air qui vont venir pour le coup expliquer l'erreur des bâtiments qui sont plutôt situés à gauche ici sur ce schéma. Donc ça permet de voir que finalement, pour Dimosine comme pour Simpi, les paramètres qui ressortent ici pour expliquer l'erreur sur les consommations annuelles de gaz sont plutôt des paramètres qui sont cohérents avec des paramètres qu'on peut obtenir par analyse de sensibilité classique sur un modèle de modélisation des besoins de chauffage. Pour aller un peu plus loin, comme là on a vu que finalement le modèle physique n'a pas l'air d'être la source principale de l'erreur, on va essayer de comprendre quelle est l'influence du paramétrage sur la validité des UBM. Pour ça, j'ai réalisé des simulations avec différents niveaux de données disponibles. Si vous vous souvenez, à la partie de quantification de l'incertitude, j'avais indiqué que j'avais considéré le système de chauffage comme étant connu et que je ne modélisais pas d'incertitude dessus. Donc, pour toutes les configurations d'un même bâtiment, j'avais le même système de chauffage. Dans le cadre du niveau 0, j'ai choisi de faire comme si je ne connaissais plus ce système de chauffage et essayer de voir en quoi cela impacte les résultats obtenus. Au contraire, dans le niveau 2, je vais rajouter de l'information. Comme pour tous les bâtiments de mon échantillon, j'avais les diagnostics de performance énergétique. Dans le niveau 2, j'ai considéré comme étant connu le taux de vitrage, le U des murs, le U des toits, le U des planchers et le U des fenêtres. Et là, je vous présente l'évolution de la HV des régions et de la couverture empirique obtenue sur l'ensemble de l'échantillon pour les différents niveaux de données. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'on a un biais qui apparaît plus clairement quand on rajoute de l'information. Et au niveau 0, on a l'impression que finalement l'outil est bien meilleur, que si on ne donnait pas d'informations, ce serait finalement bien plus performant. Et bien, là, en fait, c'est la limite haute de ce que je vous avais expliqué sur la couverture empirique. Dans ce cas-là, on trouve plusieurs fois une couverture empirique qui est au-delà de 95%. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte sur le niveau 0, ce n'est pas tant que l'outil est foncièrement meilleur quand on dit moins de choses, mais plus que dans ce cas, l'incertitude est telle qu'elle va venir en fait recouvrir tout. Et on voit d'ailleurs que les consommations obtenues quand on regarde les nuages de points n'ont plus l'air d'être corrélées avec les données mesurées de gaz.
Voilà un petit peu les petites observations que je peux faire sur l'influence des données sur les performances des bâtiments. Et après cet essai de diagnostic, ça m'amène donc à ma conclusion et aux perspectives que je dégage de ces travaux. Donc, ce que je vous ai présenté ici, c'est que dans ma thèse, j'ai proposé une méthode qui permette de vérifier l'adéquation des UDEM au processus de décision dans lesquels ils sont utilisés. Cette méthode permet d'évaluer les outils en conditions réelles. Elle prend en compte les incertitudes qui entourent les UDEM. Et j'ai pu décliner la méthode sur un premier ensemble de cas d'usage. J'ai créé un jeu de validation qui est accessible à d'autres équipes de recherche et j'ai appliqué ma méthode à 3 outils avec un niveau de complexité croissant et également sur 3 niveaux de données disponibles. J'ai proposé des métriques pour l'évaluation pour ce premier ensemble de cas d'usage et j'ai aussi proposé une procédure de diagnostic qui permet de mettre en exergue les faiblesses des outils. Au niveau des perspectives, bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. La première que je vois, c'est le fait de remettre en question les hypothèses que j'ai faites pour la quantification d'incertitude. Par exemple, pour le niveau 0, on voyait que voilà, l'incertitude prenait le pas sur tout le reste. Donc ça, c'est une première chose à faire, et sans doute, c'est quelque chose à faire de façon collégiale, donc en groupe de travail. Il faudrait également aller plus loin sur l'étude de l'impact des données utilisées sur la validité des outils. Parce que là, j'ai mené cette étude, mais sur des données françaises. Il serait intéressant de voir comment est-ce que le fait de, par exemple, utiliser des données similaires, mais américaines ou dans d'autres pays européens, comment est-ce que cela jouerait sur les résultats obtenus. Et enfin, vous avez pu observer qu'ici, à aucun moment, j'ai défini des seuils de validité des outils, disant l'outil est suffisamment bon ou l'outil n'est pas suffisamment bon pour le cas d'usage sélectionné. Parce que je pense que ce travail doit être mené de façon collégiale pour définir ces seuils. Et enfin, j'ai proposé ici une déclinaison de la méthode qui est sur des cas d'usage qui ont une sortie, qui utilisent des sorties statiques des outils. Et il serait intéressant de décliner cette méthode sur d'autres cas d'usage et notamment de s'intéresser à des cas d'usage qui ont des sorties dynamiques. Voilà, c'est donc tout pour ma présentation. Merci pour votre attention et j'attends vos questions avec plaisir.